Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la critique de Hooligans. Et d'ailleurs, hooligan, c'est un mot qui rime avec frangipane. Et c'est tout. Oh la vache, mais c'est nul! Ouais, je te le fais pas dire. Ouais, d'habitude elles sont pas fameuses, mais alors celle-là, elle était particulièrement nulle. Ça promet du lourd pour cette critique, du très très lourd. Hooligans est un film sorti en 2005. Il est réalisé par Lexi Alexander, qui est aussi la réalisatrice du film Punisher Warzone, qui était quand même vachement bien. Enfin, par rapport au Punisher qui était sorti juste avant. Enfin, en même temps, par rapport à ce Punisher-là, beaucoup de choses sont vachement bien. Même manger des artichauts. Ouais, donc en fait, c'est pas forcément un signe de qualité. Enfin, pour interpréter les acteurs principaux, il y a Charlie Hunnam, qui a notamment joué dans l'excellent Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, Sons of Anarchy, qui est une série apparemment excellente, mais que je n'ai absolument jamais regardée, et qui jouera dans le prochain film de Guillermo del Toro, Pacific Rim, qui est un film que j'attends quand même avec une certaine hâte, il faut bien l'avouer. Ensuite, il y a Claire Forlani, une sorte de copie plus ou moins de Kate Blanchett. Bon, après, c'est pas la même carrière non plus. Non, ça, on peut le dire. Enfin, quoique, je suis mauvaise langue. Non, je suis mauvaise langue parce que Claire Forlani a quand même joué dans le film Le Médaillon avec Jackie Chan. Et si ça, c'est pas de la carrière, enfin, tout cela, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que la vraie star du film, le vrai cador ici, c'est évidemment Mark Warren. Cette blague. Non, le vrai cador du film, c'est Elijah Wood. Elijah Wood qui a notamment joué dans le film The Faculty, réalisé par Robert Rodriguez. Alors, c'est aussi un film que je n'ai pas vu, mais comme il est réalisé par Robert Rodriguez, j'en déduis qu'il doit être... bien, très bien, oui, très bien. Et aussi, il a joué dans le récent Maniac et aussi dans Sin City, qui est aussi réalisé par Robert Rodriguez. Et Frank Miller. Il faut pas l'oublier, lui. Mais tout cela, on s'en fiche parce que Elijah Wood a joué dans le truc ultime, le truc mortel, le truc absolu, le truc que si vous l'avez pas encore vu, je ne sais absolument pas ce que vous attendez pour le faire, et le truc que si jamais vous l'avez vu mais que vous n'avez pas aimé, sachez que vous avez mon mépris le plus total. Mais non, je plaisante évidemment. Enfin, je plaisante. Mais non, je déconne. Allez, plus sérieusement, il a joué donc dans Le Seigneur des Anneaux, la meilleure saga au monde, le meilleur truc qui soit arrivé depuis que l'univers existe. Ouais, je m'emballe un peu, on se calme, on est serein. D'ailleurs, il faut savoir que là, par contre, vous allez voir Elijah Wood dans un film qui tranche complètement avec le personnage qu'il interprétait dans Le Seigneur des Anneaux. Ah oui, là vraiment, on voit un Frodon vraiment badass, violent, on le voit donner des coups, se battre, on le voit menacer un type dans les chiottes, on le voit faire quoi déjà? Sache que je tiens un journal. Ah oui, c'est ça, on le voit tenir un journal. Tenir un journal? Comment ça, tenir un journal? Nous, c'est un journal intime. Un journal intime? Ah mais qu'est-ce que... Oula, ok, bon, pour le côté badass, je pense qu'on repassera. Ouais, parce qu'un journal intime, franchement, il n'y a rien de plus fifi. Oui, même si c'est pour faire genre, c'est un vrai journal. Ouais, bon, Hooligans, de quoi ça parle? Alors on retrouve Frodon qui, après le retour du roi, avait quitté la Terre du Milieu pour se rendre sur les terres des elfes, mais au final il s'avère que celui-ci est arrivé à Harvard et qu'il a pris quelques centimètres et a perdu beaucoup de cheveux. Mais malheureusement, Frodon se fait virer de Harvard à cause d'un mauvais coup joué par l'un de ses camarades. Et il décide donc de faire ce que n'importe quel étudiant ferait dans sa situation, il décide de partir vivre en Angleterre. Mais oui, j'aurais fait exactement la même chose à sa place. Non, en fait, il décide de partir vivre en Angleterre parce que sa sœur vit là-bas. Donc il va vivre chez sa sœur, parce qu'il s'est fait virer d'Harvard. Mais c'est parfaitement logique, j'aurais fait exactement pareil. Je suis sûr que si moi, je me fais virer de la fac, j'irai squatter chez ma sœur, c'est comme ça, c'est normal. Donc une fois chez sa sœur, celui-ci va devenir ami avec Pete. Pete, c'est le frère du père de la fille de la sœur à Frodon. Ou dit plus simplement, c'est le frère du mari de la sœur à Frodon. Oui, on peut le dire c'est comme ça aussi. Donc, il va rencontrer Pete. Pete qui est un personnage qui a un caractère diamétralement opposé à celui de Frodon. Mais, pourtant, ils vont quand même devenir amis. Oh, si c'est pas mignon. Et d'ailleurs, au contact de Pete, Frodon va devenir un vrai homme. Il va s'affirmer en tant qu'homme. Il va devenir plus violent. Il va affirmer sa violence intérieure. Il va se libérer. Il va être en contact aussi du groupe d'amis de Pete, avec lequel il va s'adonner à différentes querelles, bagarres et beuveries en tout genre. Cependant, Frodon a un terrible secret. Oui, il faudra qu'il cache le fait qu'il est journaliste. Enfin, qu'il a fait des études dans le journalisme. Mais pour les hooligans, c'est apparemment la même chose. Et il faut savoir qu'un hooligans déteste trois choses. Les flics, les américains et les journalistes. Alors, autant pour les flics, je peux comprendre pourquoi, eu égard de leur activité. Mais pour les américains, déjà, si c'est juste le fait qu'ils aiment pas le football, ben, il faudrait peut-être être un peu plus ouvert d'esprit que ça, les mecs. Et puis surtout... pourquoi les journalistes? C'est quoi exactement le problème avec les journalistes?
Ce sont des enfoirés de menteurs qui écrivent que des conneries pour vivre. C'est tout, c'est ça. Mais bah, voilà, on se calme. Je veux dire, c'est surtout qu'ils le prennent hyper mal quand même quand on est journaliste, hein, vraiment, hein, ça rigole pas. Ouais, doucement les gens. Ok, ils écrivent des conneries. Et alors, on se calme. Vous l'aurez compris, le thème du film porte sur les hooligans. Mais un hooligan, qu'est-ce que c'est? Voilà, comme ça, de tête, on ne va que dire que c'est un supporter violent. Plus exactement, selon Wikipédia... Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai absolument pas honte de me servir de Wikipédia pour faire mes recherches. Selon Wikipédia, un hooligan est un adepte d'un sport utilisant la violence pour peser sur le sort d'une rencontre. Aujourd'hui, le terme est lié au football. Et oui, car le sport, en particulier le foot, rend les gens violents. On nous rabâche sans cesse les oreilles sur le fait que les jeux vidéo rendent violents, et notamment avec des jeux comme GTA. Ah là là, et on a diverses conclusions de rapports fournis par des psychologues, etc., etc. C'est lourd généralement, ouais, c'est très lourd et c'est pesant. Et en plus, surtout qu'on nous sort des remarques du genre eh oui, il faut faire du sport, dis donc, c'est bien pour la santé. Pourtant, je n'ai pas l'impression, pour ma part, qu'un conflit oppose, que les conflits opposant les pro Sony ou les pro Microsoft dégénèrent en violence extrême, ou même entre les pro Sega et pro Nintendo dans le temps. Contrairement à des supporters de deux équipes de foot dont je ne citerai pas le nom. Mais bon. Le sport, comme le foot, ça nous apprend de belles valeurs, les bagarres dans les gradins, le manque de respect envers l'arbitre, envers le joueur, les joueurs surpayés, surmédiatisés, enfin tout ça. Alors attention, je n'ai absolument rien contre le foot, hein. Non, en réalité, je n'ai absolument rien contre le sport, c'est plus l'image marketing qui me dérange pas mal en fait. Mais après, le sport en soi, les gens sont libres d'aimer, de ne pas aimer, au final, cela m'indiffère assez. Bon, ainsi, vous l'aurez compris, le film ne va pas faire dans la dentelle. Du moins en théorie. Là, on sent que le film va être un vrai film brutal, violent. Et déjà, je constate une petite chose, c'est que le film est réalisé par une femme. Alors, excusez-moi, mais là on a quand même affaire à un film de bonhomme, hein. Je veux dire, à la limite, ça aurait pu passer s'il s'agissait d'un film qui se serait intitulé Comment entretenir sa cuisine, comment bien faire la vaisselle, faire le ménage en 10 leçons. Non, je déconne, humour, on se plaisante, voilà, c'est bon, c'était du second degré. Non, je ne pense évidemment pas à ce que je viens de dire. Non, c'était une remarque débile. On se détend, on respire, on est zen. Voilà, on est cool, on est détendu, on prend une grande inspiration et on continue cette critique. Donc, comme je le disais précédemment, là on sent que le film va être brutal, qu'il va y avoir des coups, de la violence, de la hargne, de la fureur. Ça va être un film rempli de testostérone, même s'il est réalisé par une femme. Enfin qu'importe, ce film va être subversif, provocateur, ou pas. Même si le film n'est pas réellement mauvais, il faut bien reconnaître que ce n'est pas une grande réussite non plus. Cela tient surtout au fait que, dans l'ensemble, le film est assez convenu. Tout d'abord, il y a la trame scénaristique globale, qui, dans l'ensemble, est archi prévisible. On sait en gros ce qui va se passer dans les grandes lignes. Le fil conducteur du film ne présente pas de grandes surprises en soi. Mais bon, comme le disait Morpheus dans le film Matrix, qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. je ne suis pas sûr que cette phrase ait un quelconque rapport avec ce que je suis en train de dire, mais je trouvais ça vraiment cool de le caser maintenant. En gros, ce que je veux signifier, c'est que même si l'intrigue comme ça principale peut être assez convenue, ce n'est pas forcément un obstacle en soi. On va prendre un exemple d'un film, Happiness Therapy, dans un tout autre registre. Bon, Happiness Therapy, c'est une comédie sentimentale, et je dirais que dans l'ensemble, dans le déroulement vraiment principal de l'intrigue, on voit globalement ce qui va se passer. On voit surtout comment ça va se terminer. Mais le film est pourtant brillant parce que c'est dans la manière de nous raconter cette histoire qu'il arrive à nous émouvoir, et notamment par ses personnages qui sont vraiment très attachants. Là, ça aurait pu être le cas, sauf que ça ne l'est pas. Tiens, puisque je parlais des personnages, on va tout d'abord s'intéresser aux personnages. Alors, il y a les deux personnages centraux, Pete et Matt. Et Matt, c'est en fait le personnage joué par Elijah Wood. Et si je l'appelle Frodon depuis tout à l'heure, ce n'est pas uniquement parce que ça me gonfle de l'appeler autrement. Enfin, c'est en partie pour ça, je le reconnais, mais c'est surtout parce que déjà sa relation qu'il a avec Pete nous rappelle une autre relation qu'il entretenait dans Le Seigneur des Anneaux. Et oui, celle qu'il avait avec Sam. Il y a pas mal de points communs, il y a pas mal de trucs qui nous évoquent leur relation amicale. Enfin, ceci dit, ici, la seule différence, c'est que par contre, Pete n'est pas aussi soumis que Sam. Hein, oui, non, là, par contre, on sent que c'est quand même lui le chef et que c'est lui qui domine. Ok, ouais, jusque-là, d'accord. Hein. Enfin, voilà. Et puis même, surtout, le problème, c'est qu'Elijah Wood n'a pas encore finalement réussi à beaucoup se démarquer du rôle de Frodon. Et là, même s'il interprète un personnage qui est
pourtant censé être différent, on a vraiment de nouveau l'impression de voir Frodon quand il joue. Et pas un Frodon aussi intéressant qu'il pouvait l'être dans Le Seigneur des Anneaux. Non, 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 une sorte de Frodon, brouillon, voilà, mais un Frodon quand même. Ce qui est un petit peu dommage. Bon, après, c'est sûr que ça risque d'être difficile pour lui, peut-être, sur le moment, de se libérer complètement de l'influence qu'exerçait ce personnage. Et peut-être que le scénario n'était pas assez bien écrit pour justement le distinguer. Bon, bref. Les autres personnages. Alors, les autres personnages, malheureusement, non. Vraiment pas beaucoup d'intérêt. Alors, on essaie bien de nous raconter quelque chose, avec notamment la sœur à Frodon et son mari, mais ça n'apporte vraiment rien au film, en fait, je trouve. Je trouve que c'est assez superflu. Et la sœur à Frodon, même si c'est une personne tout à fait charmante, n'est pas particulièrement intéressante, et elle est aussi accessoirement un peu conne. Ah non, mais je dis pas ça, non, je dis pas ça pour être méchant, mais à la fin du film, il y a une sorte de grosse baston entre deux groupes, deux bandes rivales, sauf que la sœur de Frodon décide d'y aller pour aller chercher son frère, parce que son frère est mêlé à la baston. Mais je sais pas si elle se rend compte que c'est quand même assez dangereux, parce que les mecs à l'intérieur, parmi eux, il y en a quand même un qui a failli tuer son mari. Donc si elle se présente là-bas, elle met sa vie en danger, et en plus elle y va avec son fils. Donc non seulement elle met sa vie en jeu, mais en plus celle de son fils. Je sais pas si elle se rend compte de la situation, et puis surtout que oui, forcément ça va déraper, et oui, forcément elle va se retrouver en danger, mais tu ne pouvais pas réfléchir 5 minutes? Oui, bon, d'accord, j'avoue, penser à son frère, voulait le protéger. Non, j'avoue, je suis mauvais là quand je dis ça. Ouais, non, c'est vrai, ok. Et ensuite, il y a les autres personnages. Bon, il y a bien les personnages du groupe d'amis de Pete. Mais le problème, c'est que ils sont pas méchants, ces personnages. Mais pareil, à quoi ils servent au final? Déjà, psychologiquement, ils ne sont absolument pas développés. C'est surtout des personnages fonction. Mais ça aussi, une fois de plus, c'est pas forcément un problème. On peut tout à fait réussir un film avec des personnages fonction. Dans Inception, il y a beaucoup de personnages fonction. Mais il y avait deux choses. D'une part, on pouvait identifier leur rôle, leur utilité au sein de l'histoire même, et aussi, ils étaient interprétés par des acteurs vraiment excellents qui savaient leur donner voilà, une certaine présence, vraiment beaucoup de charisme. Ce qui n'est pas le cas ici. Aucun personnage n'arrive à attirer notre attention, que ce soit ce mec, ou encore ce... Wow, 2 secondes, reviens en arrière. Oh mais c'est Noël! C'est Noël! C'est Noël! C'est Noël! Mais non, pas Noël dans ce sens-là, voyons. Noël dans Shaun of the Dead. Bon Noël, s'il vous plaît, éteignez votre portable. Vous n'êtes pas avec vos potes. Ouais, on se calme, papy, d'accord, je vais l'éteindre. Eh, Mais oui, c'est énorme, hein, vraiment. Ce film est excellent. Il arrive à nous rendre intéressant. Un personnage qui n'apparaît que 2 minutes à l'écran. Vraiment génial. Comment ça? Qu'est-ce que c'est Shaun of the Dead? Mais c'est ça, voyons. Ouais, non. Le mieux, c'est que vous alliez voir le film directement. Ouais, je pense que c'est mieux. Bon, d'accord. Bon, à part Noël, aucun personnage n'arrive réellement à retenir notre attention. Et puis même, je dirais que dans l'ensemble, je ne sais pas vraiment ce que la réalisatrice a voulu nous faire ressentir quand je regarde le film. Parce que c'est un film qui porte sur les hooligans, donc sur des gens violents. Et c'est intéressant de savoir en quoi, justement, cette violence leur apparaît comme une solution. Pourquoi sont-ils violents? Quel est leur rapport avec celle-ci? Et c'est d'ailleurs tout ce que va représenter le personnage joué par Elijah Wood. C'est un personnage qui à la base est un personnage paumé, oppressé par la société, et qui va s'affirmer grâce à la violence, grâce à son animosité intérieure qu'il pourra exprimer. Cette thématique est finalement assez proche de celle qu'on en a pu voir dans Fight Club ou même d'autres films. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment d'extrêmement intéressant, surtout que là on le situe dans notre époque actuelle, et je pense que le film appelle à beaucoup de subversivité au vu de la thématique qui est ici abordée, et du coup implique un impact émotionnel assez fort. Sauf qu'au final, que ce soit par sa structure narrative ou même par sa mise en scène, à aucun moment j'ai la sensation que le spectateur est réellement impliqué. Je pense plutôt que le spectateur est finalement passif. Il n'y a pas réellement d'éléments clés qui vont provoquer un impact fort émotionnellement pour le spectateur qui regarde le film. Et c'est ça qui est dommage, et c'est ça qui manque à Hooligans. Hooligans est un film qui aurait dû être plus percutant, que ce soit dans son propos, même finalement dans les idées qu'il véhicule, essayer de comprendre pourquoi une telle violence, de nous le faire ressentir jusqu'au plus profond de notre être. Et même si
par moment, la réalisatrice y arrive un peu, surtout au sein d'un dialogue entre Pete et Matt, où justement celui-ci explique quel est leur rapport avec la violence entre les différents clubs supporters de foot. Il y a certaines valeurs d'ailleurs qu'on peut retrouver, puisqu'à la base on voit juste des jeunes se battre. On découvre que finalement il y a quand même certaines règles, certaines traditions, et on se rend compte que c'est quand même assez important pour eux. Il y a quand même quelque part une notion de loyauté, c'est assez intéressant tout ça. Et c'est vrai que le film est beaucoup trop sage dans son ensemble, et il ne marque pas assez les esprits, ce qui d'ailleurs aurait pu être le cas par une mise en scène un poil plus ingénieuse, notamment sur les scènes de combat qui sont pas forcément des plus extraordinaires, même si elles restent tout de même comme la radio, c'est-à-dire fun. Elle n'était pas nécessaire celle-là, autant pour moi. Cela peut éventuellement s'expliquer par le fait que la réalisatrice soit malheureusement contrainte par malheureusement la difficulté peut-être de faire véhiculer un message qui pourrait justement contrevenir aux bonnes mœurs, et c'est vrai que dans nos sociétés on a du mal à accepter tout ce qui contrevient aux bonnes mœurs. Ah oui, d'ailleurs on a bien pu le voir, puisque j'en parlais tout à l'heure, avec Fight Club, c'est vrai que le film a été facilement taxé de navet, immonde, fasciste, anarchiste, immoral, qu'on devrait même pas montrer, Orange Mécanique dans le temps avait quand même eu ces mêmes effets. Vous savez qu'on peut facilement taxer un film de merde uniquement parce qu'il n'est pas politiquement correct, et c'est quand même des fois dommage, parce que c'est peut-être ce qui a finalement restreint la réalisatrice. Et d'ailleurs, cela peut même finalement se confirmer par le fait qu'en France, le film a été interdit au moins de 16 ans. Et là, déjà, je pose juste une question. Qu'est-ce qui a fait que notre ministre de la Culture de l'époque a décrété une telle interdiction? Parce que si on le compare avec d'autres films interdits au moins de 16 ans, comme Irréversible, J'ai rencontré le diable ou La dernière maison sur la gauche, là, je peux vous assurer que ce ne sera pas la même tisane, les enfants. Là, ce sera beaucoup plus rude. Pourquoi donc ils nous mettent une telle interdiction? Ça va, on n'est pas en Angleterre, on va pas manifester, protester comme des fous pour que Hunger Games soit interdit au moins de 15 ans. Attention, je n'ai absolument rien contre les Anglais. Enfin voilà, Hooligans aurait pu être un excellent film, mais il reste un film qui fait plus penser à un simple divertissement. C'est la faute à un style qui reste trop télévisuel, et un scénario qui du coup, dans sa construction, comme je dis, fait finalement convenu. Et c'est dommage, et c'est vraiment dommage. Surtout que, les acteurs jouent de manière plutôt correcte, et dans l'ensemble, c'est tout à fait regardable, l'histoire est plutôt sympa à suivre, non, il n'y a vraiment pas de souci, le film fait plus divertissement, alors que je pense que ça aurait pu être un très grand film. Et c'est un peu dommage, mais bon, c'est déjà bien loin que les deux autres bousasses que j'ai critiquées dans mes deux précédentes vidéos. Donc c'est déjà ça, il y a du mieux quand même, il y a beaucoup de mieux. Donc maintenant je vous propose de nous intéresser aux points positifs que j'ai pu retrouver dans Hooligans, parce qu'il y en a quand même de pas mal. Et comme à chaque fois, les points négatifs. C'est donc la partie points positifs et points négatifs du film. Le premier point positif, c'est le personnage central, le personnage de Pete. C'est un personnage que, à la base, je n'ai pas aimé. Non, il faut bien le dire, sur les premiers moments, parce que c'est une sorte de gros sans-gêne, chiant, et qui coule tout le temps un peu pour rien, donc c'est un peu casse-couille, je le reconnais, mais au fur et à mesure du film, celui-ci devient assez appréciable. Et c'est surtout lié au fait que, comme c'est le leader du groupe, il est quand même assez charismatique. Et c'est surtout quelqu'un de vraiment badass. Ouais, c'est ça, c'est le mec, il est tellement hardcore, tellement violent que si jamais on l'a en face, on s'enfuit en Afrique du Sud, au Congo... Merde, mais qu'est-ce que je raconte? Ça n'a aucun sens. Qualité numéro 2, la bonne camaraderie. Les hooligans sont plutôt solidaires entre eux, et ça, la réalisatrice a réussi à nous le faire ressentir. Il y a une convivialité qui se dégage sur toutes les scènes de beuverie, et même sur les scènes de baston, alors surtout les scènes d'avant baston, donc les avant-combats, c'est-à-dire le moment où les deux groupes se retrouvent juste pour se titiller l'un l'autre avant justement de se foutre sur la gueule joyeusement. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt réussi. Surtout la toute première fois où on voit Frodon se battre, c'est génial. Il y a juste le moment où celui-ci va à la marave, là il y a une vraie tension qui se met en place, et franchement c'est vraiment plutôt fun et réellement jouissif là pour le coup. Ouais, non, ça elle a bien réussi à faire véhiculer cette camaraderie. D'ailleurs, quand on voit le film, moi j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller retrouver mes amis et d'aller ripailler avec d'autres personnes et nous mettre sur la tronche en chantant joyeusement et ensuite aller boire une bonne bière. Si ça, c'est pas la vraie vie. Et qualité numéro 3 du film, c'est la musique dans l'ensemble. Je dirais que les musiques sont plutôt bien choisies, les morceaux sont assez sympas à écouter, et donc du coup, dans l'ensemble, ça rend le film encore plus agréable à regarder.
Alors après, oui, je sais ce que vous allez me dire, une bonne musique ne fait pas nécessairement un bon film. Et oui, c'est vrai que si ça avait été le cas, La Menace Fantôme aurait été un très grand film et Blade Trinity aurait pu être un film assez sympathique. Il aurait pu. Ah là là là. Non, allez, bon bref. Maintenant, nous allons donc passer au point négatif. Les premiers points négatifs du film, c'est malheureusement le combat final, parce qu'à lui tout seul, il synthétise tout ce que je peux reprocher au film. Déjà, il faut voir le moment où on voit les gens combattre, enfin, quand on les voit marcher pour aller combattre, ça aurait pu ressembler à ça. Ouais, là c'est cool, là, on sent la tension, on sent le stress. Non, c'est drôle parce qu'en fait la musique s'appelle Stress. Et du coup, quand je redis Stress, ça fait une blague. Et sauf que malheureusement, ça ressemble à ça. Where the hills forever burn at the feet of our hero. Et oui, là on sent qu'on va avoir une sorte de combat final poussif qui va essayer de jouer la carte du mélodramatique. Et c'est malheureusement ce qu'on a. Ah là 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 là. Moi personnellement je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Avec des mots ça veut dire plus bourrin. Ouais, je pense que ça aurait pas été plus mal parce que là ça fait franchement pompeux. Ça essaie de créer une dramaturgie qui finalement ne fonctionne pas du tout là je dirais pour le coup. Mais imaginez, tiens, que la scène finale de la Horde ressemble à ça. Ah bah ouais, c'est tout de suite beaucoup moins amusant que dans la vraie version où là ça envoyait du steak. Je pense que la réalisatrice aurait très bien pu se lâcher sur cette scène, mettre vraiment tout ce qu'elle pouvait mettre. Et là au final nous fait quelque chose tout en image au ralenti avec une douce musique. Et là je sais ce que vous allez me dire. Enfin non, je n'ai pas la moindre idée de ce que vous allez me dire. D'ailleurs je ne sais même pas si vous avez l'intention de me dire quelque chose. Mais je suppose ce que vous pourriez avoir envie de me dire. Mais dis donc, tu crois pas que voilà, mais ça n'a absolument aucun sens, donc comment voulez-vous que je tienne compte de cet argument? Défaut numéro 2, le meilleur ami de Pete. Alors pas Frodon, mais l'autre. C'est une sorte de personnage chiant, casse-couille, et en plus j'aime pas sa gueule. Et quand je dis j'aime pas sa gueule, c'est pas le fait qu'il soit moche, beau, ça je m'en fous. Non, c'est l'expression qu'il tire. C'est genre, j'ai une sorte de gros caïd, attends, moi je me la pète parce que je suis trop balèze. Non, il est vraiment très chiant, en plus le mec cabotine à mort, et mon dieu... que c'est lourd. En plus, il faut reconnaître qu'il est quand même particulièrement con. Si, il est très con. Pour prouver que Frodon est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, qu'est-ce qu'il va faire? Trahir son meilleur ami. Ce qui va pouvoir avoir pour incidence que son meilleur ami va voir son frère expédié à l'hôpital. Bah oui, parce que celui-ci a failli mourir. Super, et du coup après le mec s'en veut. Mais évidemment, trou de balle, forcément, quand tu prends des décisions à la con comme ça, qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe? Honnêtement. Et puis même, qu'est-ce qu'il est chiant. Franchement, j'aimerais, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de te dire... Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Ah ouais, ça va déjà un peu mieux, mais franchement, que quelqu'un lui fasse fermer sa gueule au bout d'un moment... Oh mon dieu! Oh je vous avais dit, quand je vous avais dit que ce mec était cool. Et du coup on va pouvoir passer au troisième point négatif du film. La scène où on voit une jeune équipe d'enfants, joueurs de foot, puisque en fait Pete est aussi entraîneur sportif, et donc à un moment on va voir ces enfants jouer au foot. Oui, j'ai failli le dire en même temps. Et malheureusement quand j'ai vu la scène, moi j'ai tout de suite pensé à ça. Des noisettes, du lait écrémé, Nutella. Il en faut de l'énergie pour être un enfant. Ouais, je pense que franchement là ça se passe de commentaires. Et voilà, là cette critique touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. Et d'ailleurs si cette vidéo vous a plu, sachez que j'ai une page Facebook. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aimer cette page. Et si jamais cette vidéo ne vous a pas plu, vous pouvez aimer cette page tout à fait aussi, hein. Après tout, rien ne vous l'interdit. Enfin voilà, en tout cas, pour vous qui m'avez écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pas trop ennuyé. Et je vous dis rendez-vous prochaine critique et portez-vous bien.